Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de l'enseignement et l'apprentissage à distance, je vais vous présenter une leçon qui porte bel et bien sur l'activité de lecture. On va étudier aujourd'hui, on va analyser tous ensemble le chapitre 23, le dernier jour d'un condamné de son écrivain français Victor Hugo. L'objectif principal ou bien l'objectif ultime de cette séance, c'est d'étudier la mise en abîme dans un roman à thèse, mais aussi on va mettre l'accent sur la situation funèbre et chaotique des prisonniers et aussi la maltraitance de ces captifs ou bien de ces détenus au sein de la prison. On va étudier également, ou bien on va voir la critique du système judiciaire et aussi on va étudier tout ça dans les axes de lecture. Maintenant, on va identifier le texte ou bien le chapitre 23. On va commencer par l'auteur, comme vous connaissez, c'est Victor Hugo. Le genre, c'est un roman à thèse. Le type, c'est narratif à visée argumentative. Pourquoi narratif? Parce qu'il y avait des passages où il y avait la narration, c'est-à-dire la domination de la narration dans ce récit. L'œuvre, c'est le dernier jour d'un condamné. La date de publication, c'est 1829. Les personnages, il y avait le condamné aussi le frioche. Moi, je parle des personnages qui sont présents dans le chapitre. D'accord. Dans le chapitre 23. Le registre pathétique et satirique. On va voir qu'est-ce qu'on entend par pathétique et aussi satirique. Passons maintenant à la situation du passage. Ce passage se situe après le transfert des condamnés de Bicêtre à la conciergerie en compagnie de 5 gendarmes, de l'huissier et du prêtre. Dans cet extrait, le condamné se trouve dans une cellule avec un frioche qui se met à lui raconter son histoire. C'est-à-dire, autrement dit, après avoir été transféré de Bicêtre à la conciergerie, le condamné, ou plutôt le personnage principal ou bien le personnage protagoniste, il va rencontrer un autre prisonnier, c'est-à-dire c'est un nouveau captif ou bien un nouveau prisonnier dont le nom est le frioche. Qu'est-ce qu'on entend maintenant par le frioche? Le frioche, c'est un mot qui appartient au langage argotique. Qu'est-ce qu'on entend par l'argot? C'est-à-dire c'est un registre de langue. L'argot, comme vous savez, les prisonniers, c'est un langage qui est spécifique aux prisonniers. On peut dire qu'il s'agit d'un code, ou bien c'est un jargon qui est spécifique aux prisonniers. Maintenant, on passe aux axes de lecture. Dans le premier axe, on va mettre l'accent sur le frioche, profil d'un criminel. Ce frioche-là, c'est un fils d'un autre condamné à mort. Donc on va voir son profil. C'est-à-dire qu'il avait un profil d'un criminel. Un criminel, c'est-à-dire quelqu'un qui a commis des crimes. Première question, comment est-ce qu'il décrit le frioche au début du texte? C'est-à-dire comment le frioche est décrit ou bien au début du texte? La réponse, le frioche est décrit de manière détaillée et minutieuse. Le narrateur emploie des adjectifs bien précis comme voûté, ridé, etc. Voûté, c'est-à-dire il avait le dos courbé. Ridé, c'est-à-dire il avait des rides au niveau du front, bien au niveau du visage, il avait les rides. 2. Quelle est la figure de style employée dans la phrase rire amer? C'est-à-dire ce frioche-là, il avait un rire amer sur le visage. Comme vous voyez ici, on avait deux mots opposés, rire et amer. Donc il s'agit de l'oxymore. Il met en relief l'amalgame des sentiments contradictoires du personnage. Donc il s'agit de l'oxymore. Passons à autre chose. Troisième question. Quel est le registre de langue employé dans les propos du frioche, c'est-à-dire les paroles du frioche ou bien le récit du frioche? Quel est le registre de langue? Alors, il faut faire attention à ça. Moi, j'ai dit le registre de langue, pas le registre littéraire. Donc, le registre est familier et aussi de l'argot. On peut dire le registre familier et argotique. Quatrième question. Comment appelle-t-on une histoire à l'intérieur d'une autre histoire? C'est-à-dire une histoire dans une autre histoire. C'est ce qu'on appelle la mise en abîme, ou bien l'enchâssement, ou bien
le récit dans le récit, ou bien le récit enchâssé ou bien emboîté, c'est-à-dire une histoire dans une autre histoire, parce que ici on assiste au début de l'histoire du condamné, c'est-à-dire le personnage protagoniste, et aussi on a une deuxième histoire, c'est-à-dire l'histoire du Frioche, qui va nous raconter sa propre histoire. 5. Quel est le champ lexical dominant? Bien sûr, il y avait le champ lexical de la misère et aussi de la pauvreté, de la souffrance. Tout ce champ lexical, il va, c'est-à-dire en raison de susciter, comment dirais-je, le sentiment, ou bien susciter la pitié et la compassion du lecteur, ou bien pour éveiller sa compassion. Quelle est la figure de style employée dans la phrase suivante? J'avais de beaux sentiments sous mes guenilles. Comme vous voyez, beaux sentiments et aussi mes guenilles. Mes guenilles, ce sont des mauvais vêtements, ou bien ce sont des vêtements qui sont déchirés, ou bien des vêtements qui sont sales, ou bien des vêtements qui sont usés. Donc on a l'antithèse. Donc deux mots opposés, mes guenilles et aussi le beau sentiment, ou bien de beaux sentiments. Donc on avait ces deux mots opposés qui sont détachés. Passons. Maintenant, on va voir un bilan de cet extrait numéro 1. L'extrait présente le profil d'un criminel comblé de misère. Le Frioche est décrit de manière minutieuse avec des adjectifs appartenant au champ lexical de la misère. Le registre pathétique fort présent dans le texte pousse le lecteur à adopter l'idée de l'abolition de la peine de mort. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire en lisant ce bilan-là? On peut dire que le Frioche, le narrateur, il l'a décrit, ou plutôt, bien sûr, le narrateur, il l'a décrit d'une manière très très précise, ou bien minutieusement, avec l'utilisation, bien avec l'emploi des adjectifs appartenant au champ lexical de la pauvreté, aussi de la souffrance. Pourquoi a utilisé ce jargon ou bien ces mots qui appartiennent à la souffrance et qui appartiennent au champ lexical de la misère? Pourquoi? Pour susciter l'attention ou bien pour susciter la pitié du lecteur. Axe numéro 2, la critique de la société et du système judiciaire. Maintenant, c'est-à-dire si j'ose dire, c'est Victor Hugo qui critique ou bien qui attaque la société, ou bien qui attaque, on peut dire, la société du XVIIIe siècle, ou bien il attaque le pouvoir en place, ou bien aussi le système judiciaire qui appartient bien sûr à la justice. Première question, quel est le registre littéraire? Maintenant, vous voyez littéraire dominant dans le texte. C'est le registre satirique. Deuxième question, quelle est la figure de style employée dans la phrase suivante? Je me suis mis à tuer. Ou bien revenons, le registre littéraire dominant dans le texte, réponse c'est le registre satirique. Pourquoi? C'est quoi le registre satirique? Qu'est-ce qu'on entend par le registre satirique? Le registre satirique, c'est le fait d'attaquer le pouvoir, ou bien d'attaquer le pouvoir en place, ou bien le roi qui règne, ou bien la société, attaquer les mots de la société, attaquer les institutions, etc. Ici, Victor Hugo, on peut dire qu'il attaque le système judiciaire. Deuxième question, pardon. Quelle est la figure de style employée dans la phrase suivante? Je me suis mis à tuer pour vivre. Voilà, on a ici également deux mots opposés, détachés, pardon, tuer et vivre. Donc on a bel et bien, c'est l'antithèse. Pourquoi, à votre avis, Victor Hugo a utilisé l'antithèse et l'antiphrase par excellence dans ce chapitre-là? Bien sûr, parce qu'on a bien sûr un registre satirique. Dans le registre satirique, on trouve ces figures de style, bien sûr pour mettre en relief, ou bien pour dévaloriser, si j'ose dire, le système judiciaire, et bien pour s'en moquer. On peut dire qu'il s'agit d'une ironie, d'accord? Il s'agit d'une ironie, donc ce sont des figures de style qui servent à exprimer l'ironie, etc. On passe maintenant à autre chose, donc on passe aux questions. Quelle est la figure de style employée dans la phrase suivante? Quelle belle recommandation, un galérien. Ici, il s'agit bien sûr de l'antiphrase. Il critique le système judiciaire qui refuse l'intégration des anciens prisonniers. On passe à la quatrième question.
comment trouvez-vous les souffrances du frioche? Comment trouvez-vous les souffrances du frioche? Donc la réponse, une justice injuste, c'est-à-dire c'est une justice qui est injuste, qui a maltraité bien sûr le frioche. D'abord il a le cambriolage c'est-à-dire le vol, le cambriolage dans une boutique à l'âge de 17 ans, et la peine encourue est de 15 ans de galère, voilà 15 ans de prison, de galère. Ensuite, à 32 ans, il récidive, mais uniquement par le vol d'un pain. C'est-à-dire il a volé un pain à l'âge de 32 ans, il a volé un pain pour manger. La condamnation s'élève alors condamné à perpétuité, c'est-à-dire il va passer toute sa vie en prison, à perpétuité, et marquage au fer, c'est-à-dire il va être un forçat, c'est-à-dire un condamné qui est obligé ou bien qui est forcé de travailler péniblement ou bien de pratiquer des travaux pénibles et durs en prison. Comme vous voyez ici, on peut faire une comparaison, c'est-à-dire les faits qu'il a fait ou bien les crimes qu'il a commis, on peut dire que la punition a été un peu sévère, elle était austère envers ce condamné par rapport au délit ou bien par rapport au crime qu'il a commis. Donc le bilan, plutôt l'histoire des frioches est un argument pour dénoncer le système judiciaire français ainsi que de culpabiliser la société qui, au lieu d'aider les anciens criminels à la réintégration dans la société, ne fait qu'aggraver la situation et contribuer à la propagation des crimes. La critique de la justice qui est selon Hugo injuste est assurée par les antiphrases. Donc on a dit, Victor Hugo il a utilisé les antiphrases pour critiquer la justice ou bien pour critiquer le système judiciaire. Et aussi, on peut dire que le système judiciaire a été sévère, a été austère envers ses condamnés. Donc, il participe d'une manière ou d'une autre à la propagation des crimes. Donc, il faut atténuer, il faut bien sûr prendre en considération de leurs conditions, il faut prendre en considération des conditions de ces condamnés, surtout les conditions sociales, comme on a dans cet exemple-là du frioche, quelqu'un qui a volé pour manger, c'est-à-dire il faut prendre ou bien en considération de son statut social, c'est-à-dire c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la souffrance, etc. qui ont mené ou bien qui ont guidé ce prisonnier à voler. Donc il était la victime de la société. Donc, on peut dire qu'il s'agit de la victime de la société. Donc c'est pour cette raison-là, Victor Hugo il pousse ou bien il pousse le lecteur à dénoncer la peine de mort. Comme synthèse, on peut dire que Victor Hugo nous confronte à un personnage misérable ayant souffert l'injustice du système judiciaire et de la société. Le récit du frioche est un argument pour défendre la thèse de l'abolition de la peine de mort. Alors, comme je viens de vous dire que Victor Hugo il a intégré le frioche ou bien l'histoire du frioche dans le texte pour défendre la thèse de l'abolition de la peine de mort, ou bien aussi pour susciter le lecteur. D'ailleurs, on a dans ce texte-là, ou bien dans ce chapitre, on a deux histoires. C'est ce qu'on appelle la mise en abîme. La mise en abîme, elle consiste à mettre deux histoires dans un texte, comme vous savez. Et le but principal de la mise en abîme, c'est de donner à la narration une certaine vivacité, pour le rendre c'est-à-dire pour rendre le récit plus vif, et aussi pour pousser le lecteur à susciter ou bien pour éveiller la compassion, si j'ose dire, ou bien la pitié du lecteur envers ce condamné. Avant de vous quitter, j'ai quelques images que j'aime bien partager avec vous. Voilà la conciergerie, parce que comme on a dit tout à l'heure que le prisonnier n'est plus à Bicêtre, mais il est transféré à la conciergerie.
la conciergerie, c'est un palais qui a été, ou bien qui fut converti en prison à partir de 1300, je pense, 70. Voilà la conciergerie. Comme vous voyez à l'intérieur, ou bien à l'extérieur, on a l'impression qu'on parle d'un palais ou bien d'un château, mais à l'intérieur, il y avait le contraire. On va assister au contraire, on va voir qu'il s'agit, découvrir qu'il s'agit d'une prison. Passons à autre chose, l'huissier avec le condamné. Voilà l'huissier avec le condamné. La redingote du condamné et monsieur le prêtre. Voilà la redingote, c'est un vêtement masculin à jambes. Et voilà monsieur le prêtre. Et voilà, je pense que notre séance touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle activité. Et merci. Bonsoir, bonne journée.